Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 31 janvier 2019 et aujourd'hui, pas de casserole, pas de fourchette, pas d'armes de troisième degré niveau. Non, aujourd'hui, ça sera plutôt studieux. Et même peut-être un peu fastidieux. Fastidieux, oui. Nous allons faire de l'histoire, de la sociologie, de la philosophie, pour essayer de comprendre ce qui a amené aux Gilets jaunes à travers l'histoire. Alors je comprends, hein, s'il y a des gens qui décrochent, je comprends tout à fait. Faut pas vous formaliser. Je pense que ce sera une capsule qui devra être écoutée, réécoutée, pour être bien comprise, hein, parce que ça va pas être facile du tout. En revanche, pour ceux qui tiennent le coup, ça va être plein d'enrichissement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une femme exceptionnelle. Ça y est, ils sont en train de se dire qui ça peut être. Le Vavasseur, na. Christine Lagarde, na. Aucune de ces personnes sans grand intérêt, en fait, parce que elles ne vont pas marquer leur époque par les bienfaits qu'elles apporteront aux humains. Non, je vais vous parler d'une femme dont me parlait mon père, souvent. Parfois, il disait pas toujours la vérité, mais enfin, il se trompait. Il lui arrivait de se tromper, mais il m'avait dit des choses sur elle, enfin, sur ceux qu'il avait trahis. Il m'avait parlé de Bertolt Brecht, mais je ne sais pas si c'est vrai. Il m'avait dit que c'était Bertolt Brecht qui avait trahi Rosa Luxembourg, mais il était si jeune. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Peu importe, je n'y crois pas trop à cela. Alors, qui était Rosa Luxembourg ? Eh ben, c'est une femme exceptionnelle, théoricienne du communisme, qui a élaboré très tôt les différences qu'il existait entre... au secours. Oui, Dame Louloute, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? T'as commencé ta capsule, non? Oui, Dame Louloute, vous faisiez la sieste, alors j'ai pas voulu assister. Non, je ne peux pas. Allez, je t'écoute. Au revoir. Ouais, il faut savoir que Louloute, elle n'est pas du tout au courant, enfin, elle est au courant que de l'introduction. Et comme je travaille depuis quelques heures déjà, elle ne connaît pas la suite encore, donc elle va découvrir en même temps que vous. Alors, Rosa Luxembourg est une personne exceptionnelle qui a été tuée, assassinée par le pouvoir pour ses prises de position. Alors on va commencer. Le titre, c'est Rosa Luxembourg, marxisme contre dictature, puisque c'est un essai qu'elle avait publié, et puis qui a disparu après sa mort en 1919, et qui a été republié en 1934. C'est pour vous dire que à chaque fois qu'une personne, une intellectuelle, fait un travail d'utilité publique, qui peut gêner beaucoup tous les pouvoirs et les contre-pouvoirs, souvent ils sont éliminés et on supprime également leurs œuvres. Alors, le titre c'est Marxisme contre dictature ou Marxisme contre dictature Spartacus, qui a été republié également en 1946. Là, ça a été la mouture terminale, on va dire. Et c'est un ouvrage qui est assez difficile à trouver encore aujourd'hui. Deux points, ouvrez les guillemets. La loi est comme la liane géante. Elle tombe sur le dos de chacun et nul ne lui échappe. Et quand tu auras vécu aussi longtemps que moi, petit frère, tu t'apercevras que toute la jungle obéit au moins à une loi. Et la découverte pourra ne te plaire qu'à demi. Rudyard Kipling dans le second livre de la jungle. Alors pourquoi je parle de Rudyard Kipling, vous allez comprendre. Et pourquoi je cite le livre de la jungle, parce que pour moi
C'est un chef-d'œuvre absolu. L'Inde est aujourd'hui le second pays le plus peuplé au monde après la Chine, avec 1,2 milliard d'habitants. Une telle population, pour se développer, a besoin de gagner de nouveaux territoires qu'elle prend sur la nature environnante, mettant en péril le biotope, les espèces animales et végétales et, automatiquement, l'espèce humaine. Le tigre, la panthère, les éléphants, ces animaux majestueux sont aujourd'hui menacés. Mais ils l'ignorent encore. Dans certaines zones réservées, ces animaux peuvent encore chasser et circuler librement, mais jusqu'à quand ? La nature et son royaume ont rarement l'occasion de se poser cette question. Que se poserait Aquila, le chef du clan des loups de Séonie dans le livre de la jungle de Rudyard Kipling, un sommet de la littérature anglaise. Aquila qui disait à Mowgli dans le livre 2 « Lorsqu'un homme porte un fusil, ce n'est pas seulement pour le plaisir. » Et j'ajouterais « Lorsqu'un CRS et un policier politique de la BAC portent un LBD, ce n'est pas seulement pour le plaisir. » Le seul animal de la création à se poser la question de savoir s'il est menacé, si son existence même est en danger, c'est l'homme. Il s'interroge sur sa place dans la société et sur son rôle véritable. Il questionne les modes économiques et l'esclavage dans lequel on le met pour maintenir une pression malsaine par les chefs de ces puissances satanistes qui, pour valoriser leurs profits, valident tous les odieux esclavages sociaux et culturels. Que valident évidemment les partis politiques, les idéologies porteuses de faux espoirs, pour maintenir la tête de cet homme sous l'eau. Le premier à avoir dénoncé le piège des industriels et des maîtres est l'historien, journaliste, philosophe, sociologue, économiste, essayiste, théoricien de la Révolution et socialiste et communiste allemand, né dans la ville de Trèves en 1818 et qui mourra à Londres en 1883, c'est Karl Marx. Karl Marx, avec son Capital, dont le premier volume est publié dès 1867, se consacre à décrire le développement de la production capitaliste et, c'est certainement le plus redoutable missile qui ait été lancé à la tête de la bourgeoisie. Marx explique les bases de l'échange marchand qui repose sur la marchandise et que cet élément a une valeur mesurable en temps de travail. Je vous ai dit, c'est pas facile, hein. Il faut vraiment être très concentré. C'est grâce, à cette commune mesure de la valeur des marchandises que celles-ci peuvent s'échanger. Donc il faut que les marchandises aient de la valeur pour être échangées contre d'autres biens, marchandises de valeur, ou pour rapporter des bénéfices financiers, pour ensuite se transformer en monnaie. La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. Et ça, on peut le voir, il suffit de voir des supercontainers pour s'apercevoir qu'il n'y a que des marchandises. On est là dans l'échange de matières fabriquées auxquelles on a donné une certaine valeur par la valeur des matériaux employés et par la valeur du travail fourni par l'homme. C'est en partant de ce postulat que Marx fait et décrit la marchandise comme point de départ de ses recherches. Il déclare: tous ces objets, donc toutes ces marchandises, ne manifestent plus qu'une chose, c'est que dans leur production, une force de travail humaine a été dépensée, que du travail humain y est accumulé. En tant que cristaux de cette substance sociale commune, ils sont réputés valeurs, comme je l'expliquais à l'instant. Après lui viendront nombre de philosophes et de théoriciens qui prendront pour base à leurs mouvements philosophiques et sociaux le Capital de Marx. Alors ça, c'était le premier livre. Après viendra l'oppression de l'homme par l'homme, liée au capital. Enfin, c'est extrêmement complexe, le Capital de Marx. Ça ne se résume pas en un petit volume, ça se résume en de multiples connaissances de l'époque, connaissances sociologiques, connaissances historiques, connaissances sociales, qui sont fondamentales. Et c'est ce que faisait Rosa Luxembourg. Une des plus grandes philosophes du communisme est Rosa Luxembourg, née le 5 mars 1871 à
Zamość, je crois que ça se prononce comme ça, c'est Zamość, mais avec les accents, je crois que c'est Zamość, en Pologne, qui appartient à l'époque à l'Empire russe, et elle est morte assassinée le 15 janvier 1919 à Berlin par la police politique et l'armée. Rosa Luxembourg est une militante socialiste et communiste, et une théoricienne marxiste. C'est compliqué, hein. Socialiste, communiste, marxiste. N'oubliez pas qu'il y a eu également le marxisme, le marxisme léniniste, contre lequel elle s'oppose, et contre lequel également je m'oppose, parce que très jeune, j'ai lu les écrits esthétiques de Ivan Ilitch Lénine, et j'avais été surpris par l'extrémisme de Lénine. Ah, lui, c'est un petit Hitler à sa manière, hein. C'est un petit Hitler d'extrême gauche. Alors, ceux qui admirent Lénine, ils vont dire c'est pas vrai, ben, lisez les écrits, et oui, c'est vrai. Alors, il y a du bien, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. Il faut savoir que le bolchevisme, le communisme, a tué plus de 20 millions de personnes, hein. Mais c'est pareil, hein, le communisme chinois, c'est pareil, hein. Mao a sacrifié plus de 25 millions de Chinois pour sa révolution culturelle. Donc, il faut qu'on soit lucide aussi par rapport à cela. Donc, Rosa Luxembourg est une militante socialiste et communiste et une théoricienne marxiste. Il faut comprendre le sens du communisme à cette époque. En 1917, c'est la révolution bolchevique en Russie et la fin de l'empire des tsars avec l'assassinat des Romanov dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Nicolas II est le dernier empereur de Russie. Il est également roi de Pologne et grand-duc de Finlande. Maintenu prisonnier dans la villa Ipatiev à Iekaterinbourg par les bolcheviks, Nicolas II, l'impératrice Alexandra et leurs 5 enfants seront assassinés, exécutés à bout portant par les bolcheviks. Ça, c'est un crime odieux et largement inutile. Largement inutile, comme la mort de Louis XVI. Je contesterai toujours ça. Ces crimes-là sont des crimes imbéciles, induits par la vengeance d'extrémistes. C'était pas nécessaire. Et surtout Alexandra et les 5 enfants, avec le tsarevitch et ses 4 sœurs. Aucun intérêt. Bien sûr, pour les bolcheviks, pour les léninistes et même les trotskistes, eh bien, c'était un sacrifice à faire, à exécuter. Mais je crois que là, ils ont fait une erreur. Une nouvelle ère saisit la Russie et un recul drastique du progrès établi depuis et grâce à Alexandre II et Alexandre III et Nicolas II. Ainsi, selon l'historien américain d'origine russe, professeur d'histoire de l'économie à Harvard, et qui a fui le bolchevisme et plus tard le nazisme parce qu'il s'était réfugié en Autriche, et ensuite il a quitté l'Autriche avec la montée du nazisme. Il a fini professeur d'économie à l'université de Harvard aux États-Unis, et il déclare « Nul doute qu'au train où croissait l'équipement industriel pendant les années de règne de Nicolas II, sans le régime communiste, la Russie eût déjà dépassé les États-Unis. » Regardez ce magnifique film, Le Barbier de Sibérie. C'est un film admirable, c'est merveilleux. Regardez-le, ça va vous plaire énormément, c'est une épopée, c'est magnifique. Ah ouais, l'autre me demandait quel type d'autres films il existe dans ce goût-là, parce que je lui ai conseillé un film merveilleux qui s'appelle Esprit de famille. Alors ça, c'est un petit chef-d'œuvre, hein, un peu méconnu malheureusement. Eh bien, il y a Le Barbier de Sibérie. Maintenant que j'y pense, elle m'a posé la question ce matin. Je vais lui dire. T'as noté? J'ai bien entendu, je te remercie. Le Barbier de Sibérie, ça va, Oui. ça va beaucoup. Mais tu m'en avais déjà parlé, c'est vrai, il y a déjà un moment. Oui, c'est bien, d'accord. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Oui, oui. Donc, on reprend. Ça va, tu suis? Oui, ça demande beaucoup de concentration. C'est ce que je pense. Comme tu le disais, oui, oui. Oui, c'est Je pense compliqué. que ce sera une capsule à réécouter vraiment
Tant absolument, elle est enrichissante et puis pour s'en entraîner, oui, oui. absolument, absolument. Je vous l'avais dit. Oui. Le, l'autre, la voix de la raison. Bon, maintenant, dis-toi, je travaille. Dis-toi. Au revoir. Au revoir. Alors, Rosa Luxembourg a contesté très tôt, à travers ses articles de presse et ses conférences, le bolchevisme en affirmant qu'il n'avait rien à voir avec le marxisme. Figure de l'aile gauche de l'internationale ouvrière, révolutionnaire et partisane de l'internationalisme, elle s'oppose à la Première Guerre mondiale, ce qui lui vaut d'être exclue du Parti social-démocrate d'Allemagne, le SPD. Elle cofonde plus tard la Ligue spartakiste, puis le Parti communiste allemand. 2 semaines après la fondation du Parti communiste allemand, elle a été dénoncée parce qu'elle vivait dans la clandestinité. Quelqu'un a dit où elle habitait à la police politique. Ils sont venus la chercher. Ils l'ont transportée en prison. Ils lui ont fait subir un interrogatoire. En sortant de cette prison, entouré de soldats, il y en a un qui lui a donné un coup de crosse de fusil sur la tête. Ensuite, on l'a transporté dans un fourgon et on lui a tiré une balle dans la tête, le coup de grâce, pour l'achever. Donc elle meurt assassinée à Berlin le 15 janvier 1919, pendant la Révolution allemande, lors de la répression de la révolte spartakiste, donc une révolte ouvrière et communiste, comme celle que nous vivons aujourd'hui. Et si vous pensez à ce qui s'est passé contre Jérôme Rodriguez, on est un petit peu dans le même ordre d'action. Les écrits, bon, Jérôme Rodriguez n'a pas encore laissé d'écrits, ça viendra peut-être, sait-on jamais. Les écrits de Rosa Luxembourg ont disparu en partie, mais certains collectionneurs et historiens en ont conservé des traces. Ainsi, cette nouvelle édition du Marxisme contre dictature, datant de 1946, alors 12 ans après la première publication en 1934, donc morte en 1919, publication de sa conférence en 1934 aux éditions du Nouveau Prométhée, et en 1946, une nouvelle préface est faite de ce texte qu'on a retrouvé, qui était introuvable. Les événements que nous avons vécus depuis 1934 datent de la première édition et qui corroborent dans leur ensemble la thèse centrale exposée par Rosa Luxembourg et selon laquelle le léninisme et le réformisme, si opposés qu'ils paraissent l'un à l'autre, ont cette tendance commune à traiter les travailleurs comme de la pâtée à pétrir. C'est très intéressant ça. C'est-à-dire que la philosophie de Lénine, même si c'est pour soi-disant le pouvoir du peuple, c'est complètement faux. En fait, c'est considérer le travailleur comme de la pâte à pétrir. Alors de la pâte à pétrir, c'est comme de l'argile. D'ailleurs, Dieu a fait Adam de la glèbe, donc de l'argile. C'est-à-dire que c'est Lénine qui décide. Bon, il ne décidera pas très longtemps parce qu'il il y aura tentative d'assassinat contre lui, il sera blessé au cou, il va recevoir une balle dans le cou, il ne va plus pouvoir parler. Et Staline, pour se débarrasser de Lénine, va le faire envoyer en Sibérie, alors qu'il sait très bien que dans le froid, ça ne cicatrise pas, et il finira par mourir là-bas, dans des souffrances épouvantables. Donc, pour Lénine, le communiste, l'ouvrier, le frère ouvrier prolétaire communiste, eh bien, il doit être malléable et obéir à son maître. Et son maître, à l'époque, c'est Lénine. Et puis Trotsky. L'un et l'autre conduisent à la dictature d'un chef investi d'un pouvoir discrétionnaire et imposant à la masse sa volonté absolue, en un mot, à ce qu'on appelle aujourd'hui le totalitarisme. Or, aujourd'hui, avec Macron, nous avons l'un et l'autre conduits à la dictature d'un chef investi d'un pouvoir discrétionnaire et imposant à la masse sa volonté absolue, en un mot, à ce qu'on appelle aujourd'hui le totalitarisme, c'est-à-dire que nous sommes dans un état totalitaire. Mais non, c'est pas vrai. Non. Les événements depuis les Gilets jaunes ont révélé le véritable visage
de cette fausse démocratie dans laquelle nous vivons dans un État totalitaire qui n'a rien à envier à la révolution bolchevique de 1917. Mais strictement rien. Et pas plus au marxisme-léninisme, parce que c'est ça. Sur ce point, Rosa Luxembourg prouve que le bolchevisme, qui mènera au communisme stalinien, n'a rien à envier au capitalisme. C'est un totalitarisme similaire. Dans l'un, on retrouve l'aliénation prolétarienne par le travail. Dans l'autre, l'exploitation prolétarienne pour le plaisir des riches, une exploitation humaine toujours au profit d'une minorité humaine ou non. Rosa Luxembourg a discerné les germes de cette forfaiture voici plus de 40 ans. Ou même plus, 1919, 100 ans. Il y a plus de 100 ans. Oui, mais parce que ça fait partie, c'est une partie de la préface de 46. C'est pour ça. C'est au nom du marxisme qu'elle dénonce ces aberrations si foncièrement contraires à l'esprit socialiste. Nous ne savons comment qualifier l'obstination que mettent certains auteurs, de M. François Mauriac à Georges Izard, à identifier le marxisme avec le totalitarisme. Il semble ignorer que tous les grands théoriciens marxistes de renom international, comme Kurt Kautsky, Emil van der Velde, Rodolphe Hilferding, Karl Rainer, Georges Plekhanov, et nous en passons, dénonçaient tout autant que Rosa Luxembourg la doctrine totalitaire de Lénine comme absolument contraire aux principes du marxisme. Il faut savoir que Lénine a fait exactement comme l'ayatollah Khomeini l'a fait. L'ayatollah était réfugié en France, et quand la République islamique en Iran a pris le pouvoir, a renversé le Shah d'Iran, eh bien, il a été rappelé en Iran, où il est retourné, et où il a continué sa révolution culturelle à lui. Eh bien, Lénine a fait la même chose, il était à Paris, il a étudié à Paris, il a été financé à Paris, à votre avis par qui? Par les mêmes banquiers, c'est toujours les mêmes banquiers qui s'occupent de cela. Donc, il a été financé pour ses recherches et ses études, et il a pu faire sa révolution de Paris. Et une fois que les bolcheviks ont profité de la fin de la guerre en 1917 et de l'épuisement des troupes russes pour prendre le pouvoir, eh ben, il est revenu en Russie et il a mené sa révolution bolchevique avec d'autres alliés comme Trotsky. La publication de cette brochure s'imposait en 1934 pour fournir aux socialistes attachés à la démocratie des armes contre les deux courants totalitaires de notre époque. Alors, le bolchevisme et le nazisme. Le révolutionnarisme verbeux imprégné d'esprit dictatorial et le révisionnisme sans principe ni retenue qui se traduisait à l'époque par la formule ordre, autorité, nation. Le porte-parole du premier courant, M. Jean Zyromski, a aujourd'hui rejoint le bercail du totalitarisme stalinien. Celui de l'autre tendance, Marcel Déat, a évolué vers le totalitarisme hitlérien. Rien n'illustre mieux la parenté de ces deux extrêmes que l'aventure de Jacques Doriot. Léniniste 100% jusqu'à 1934 et chef du Parti communiste aux côtés de Maurice Thorez. Il ne prévoyait assurément pas, en rompant avec le stalinisme et en se mettant au service de Hitler, qu'il se retrouverait un jour d'accord avec son ancien camarade et rival, l'un et l'autre travaillant de 1939 à 1941 pour la défaite de la démocratie et de la France, puisque leurs patrons respectifs avaient conclu un pacte d'amitié. Alors, cela vaut ici un petit rappel historique pour comprendre les finesses de l'histoire. Je reprends en partie, à chaque fois je prends des morceaux de cette introduction qui est assez remarquable, et puis je l'enrichis pour que les jeunes générations puissent comprendre ce qui s'est passé, parce que on n'apprend plus grand-chose en histoire à l'école, d'une part, et d'autre part, on veut oublier ou on veut faire oublier l'histoire qui nous ramène à une réalité terriblement criante. Alors il se trouve que les nazis n'ont pas toujours été les ennemis des soviétiques.
des bolcheviks. Au contraire. Enfin, au contraire. C'est une stratégie. Il faut savoir que les nazis sont des pervers extrêmement intelligents et manipulateurs. Et que ce pacte germano-soviétique, ou pacte de non-agression, a été réalisé déjà dans l'objectif d'attaquer la Russie. Le pacte de non-agression germano-soviétique est un ensemble d'accords diplomatiques et militaires signés le 23 août 1939 à Moscou, entre les deux énormes puissances, l'Allemagne du Troisième Reich et la Russie, qui décident de se partager l'Europe, dont la Finlande, la Pologne, les pays baltes et la Bessarabie. Alors déjà, c'est la formation de l'Europe. Ben oui, ça explique plus tard Walter Hallstein, qui a été chargé par Hitler de créer cette communauté européenne. Alors quand on entend les froussards rouges nous parler de l'Europe comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, ben ils ont oublié l'histoire. Enfin, ils sont incultes, donc ils ne savent pas, mais c'est quand même Hitler qui a mis en place cette Europe-là. Si je leur dis ça aujourd'hui, ils me disent « Ouais, c'est pas vrai, vous dites n'importe quoi. » Ben oui, quand on reste les deux doigts dans le nez pour ne pas dire ailleurs, c'est sûr qu'on ne sait rien. Le pacte germano-soviétique est signé par les ministres des Affaires étrangères russes. Alors c'est Vladisław Molotov, hein, comme le cocktail, et l'allemand Joachim von Ribbentrop, en présence de Joseph Staline. Joseph Staline, je vous rappelle, qui était un fou absolu, ancien séminariste, et qui envoyait tout le monde au goulag, ou exécuté ou au goulag. Alors là, il fallait jamais énerver Staline, parce que quand on l'énervait, on ne savait pas ce qui allait advenir plus tard. Hein. Mais Hitler, c'était pareil. C'est pareil. Staline, il avait des colères, mais il était plus vicieux. C'était un homme qui était prêt à sacrifier 100 000 hommes sans problème, en claquant des doigts. Il s'en fichait. Ou même son premier ministre ou son premier conseiller, il aurait suffi que celui-ci dise une parole qui déclenche quelque chose chez lui et goulag. Nous sommes ici dans les prémices du nouvel ordre mondial ou ordre nouveau, imaginé par Alfred Rosenberg et Richard Walter Darré pour une Europe sous contrôle nazi. Alors évidemment, vous vous dites, tiens, mais c'est bizarre ce nom, Alfred Rosenberg. Ben oui, il y avait des juifs à côté d'Hitler. Hein. Lisez mon livre « La vérité vous affranchira », vous en apprendrez beaucoup. Grâce à ce pacte, dont c'est le principal objectif, Hitler envahit 9 jours plus tard la Pologne, ancien territoire russe, le 1er septembre 1939, pour se rapprocher géographiquement et symboliquement de la Russie, qui est son objectif secret. Le pacte de non-agression germano-soviétique prend fin le 22 juin 1941, soit 10 mois après sa signature, du fait de la décision d'Hitler d'attaquer l'URSS en déclenchant l'opération Barbarossa, laquelle donne lieu à un retournement d'alliance, l'URSS rejoignant alors le Parti des forces alliées. Alors il faut savoir que ce qu'a fait Hitler en Pologne, c'était assez sordide. Hein. Alors déjà, il a éliminé toute l'armée, donc il a fait emprisonner tous les officiers, il les a mis dans des camps, il les a fait fusiller, enfin ça a été un massacre. Les nazis sont conduits, mais vraiment comme des monstres, les monstres qu'ils étaient. C'est comme ça qu'ils ont commencé à établir leur nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial, eh bien, il date d'avant, mais leur arme principale, leur main agissante, c'était les nazis. Et ça continue. Il y a une magnifique continuité de vue dans l'œuvre de Rosa Luxembourg, en insistant sur la nécessité absolue de l'activité propre des masses laborieuses dans leur lutte pour le socialisme et sur l'inversion des rapports entre les dirigeants et la masse à l'encontre de ce qui s'était passé dans la Révolution bourgeoise. Là, on a eu la Révolution bourgeoise en 1789 en France, et maintenant, le peuple, le petit peuple, les ouvriers, ils se rendent compte qu'ils se sont fait flouer par cette révolution bourgeoise. On leur a fait croire
aux libertés, égalité, fraternité, alors qu'en fait, seuls les bourgeois se sont enrichis, ils ont pris la place des aristocrates et ils ont préservé leurs privilèges. Et à partir du XXe siècle, eh bien, c'est une autre révolution qui arrive, et cette révolution, c'est une révolution populaire. Et ce qui s'est passé en 1917 en Russie, il se passe un peu la même chose en France aujourd'hui, avec les Gilets jaunes, qui sont en train de contaminer le monde entier. Parce que le monde entier se rend compte que la révolution bourgeoise, eh bien, elle est là depuis 1789, c'est la révolution bourgeoise, sataniste, franc-maçonne, qui veut toujours écraser le peuple, sa morale, son esprit et son corps. Regardez, du point de vue médical, la médecine aujourd'hui est faite pour détruire plutôt que pour guérir. C'est le même obscurantisme, c'est la même méthode de destruction. Rosa Luxembourg dénie aux chefs le droit d'imposer leur vue à la masse par le mensonge, par la contrainte et par la terreur. Ça, c'est une phrase qu'il faut retenir. Rosa Luxembourg dénie aux chefs, donc elle refuse aux chefs, donc aux dirigeants, le droit d'imposer leur vue à la masse populaire, à la masse ouvrière, par le mensonge, par la contrainte et par la terreur. Eh bien, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que les Gilets jaunes dénient à Macron le droit d'imposer ses vues au peuple français par le mensonge, par la contrainte et par la terreur. C'est la même chose. Et ce sont ces gens-là qu'on va assassiner. C'est-à-dire que ce sont ces philosophes qui font appel à la raison et à l'intelligence et à la logique, qui sont éliminés. À ceux qui voudraient insinuer qu'elle aurait changé d'avis à la fin de sa carrière de militante, nous rappellerons sa brochure de septembre 1918 sur la révolution russe, où elle critique âprement la suppression des libertés publiques par le bolchevisme. Or, qu'est-ce qu'est en train de faire ce sale type qu'est Castaner? Il n'y a pas d'autre mot. Le Marseillais, le truand marseillais, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il supprime les libertés publiques à travers le macronisme. Vous voyez, on a exactement les mêmes. C'est-à-dire que les mêmes organisateurs de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale qui sont toujours au pouvoir sont toujours les mêmes qui agissent pour détruire les sociétés humaines. C'est les mêmes. Les Castaner, Macron, Philippe et autres ne sont que des pantins qui obéissent aux ordres de ceux qui contrôlent la planète. Et les Gilets jaunes ne veulent plus. Mais néanmoins, comme ils ont le pouvoir entre les mains, Castaner veut la suppression des libertés publiques comme la suppression de la liberté de circuler, de manifester. C'est la fameuse loi anti-casseurs qui existe depuis longtemps. Mais vous avez pu remarquer que pendant la manifestation des Froussards rouges, les CRS n'étaient pas masqués, primo. On n'a pas vu de flics de la BAC masqués avec des masses, des marteaux dans les poches. On ne les a pas vus. Ou des LBD, ou des PD, les MD, les MD. On n'a pas vu tout ça. Et il n'y a eu aucun problème. On n'a pas vu de Black Blocs non plus. Ben non, vous comprenez, les bourgeois de Neuilly, c'est pas eux qui cassent. Hein. Donc on n'a vu personne. On les a vus que chez les Gilets jaunes. Étrangement. Il faut savoir que si j'ai parlé des Froussards rouges comme de la nouvelle armée de Macron, eh bien, la véritable armée, les brigades, les fameuses brigades d'intervention, ce sont les Black Blocs qui travaillent pour le pouvoir et qui sont là pour discréditer les mouvements pacifistes. Étrangement, quand il s'agit d'une manifestation organisée par Macron et LREM, ben, il n'y en a pas. On ne va pas les payer, non? Ben non, pas cette fois-ci. Donc, appelons le bon sens, appelons les gens à réfléchir et à se poser ces questions-là pour réaliser qu'en fait, tous les troubles sont causés par le pouvoir pour empêcher les Gilets jaunes de valoriser leurs idées qui sont
positives, qui sont même merveilleuses, qui sont extraordinaires, on va briser le mouvement, on va briser ces idées à travers des brigades de criminels qui travaillent avec la police, avec la BAC. D'ailleurs, certains membres de ces brigades font partie des forces de l'ordre, comme nous avons pu le constater avec de nombreuses vidéos. Vous verrez que dans un an, il y aura un pot pourri de toutes ces vidéos, mais la vérité, elle éclatera, inévitablement. Donc, et le programme de Spartacus, rédigé par elle 15 jours avant sa mort, où l'on trouve ce passage significatif. La révolution prolétarienne n'a pas besoin de terreur pour atteindre son but. Elle a le meurtre en haine et en horreur. Elle n'a pas besoin de ces moyens de lutte parce qu'elle ne combat pas contre les individus, mais contre les institutions, parce qu'elle n'apporte pas dans l'arène de naïves illusions dont la perle doivent être vengées dans le sang. Alors maintenant, je vais reprendre cette phrase et je vais remplacer certains mots. La révolution des Gilets jaunes n'a pas besoin de terreur pour atteindre son but. Elle a le meurtre en haine et en horreur. Elle n'a pas besoin de ces moyens de lutte parce qu'elle ne combat pas contre les individus, mais contre les institutions, parce qu'elle n'apporte pas dans l'arène de naïves illusions dont la perle doit être vengée dans le sang. Eh bien, c'est exactement le discours des Gilets jaunes aujourd'hui. C'est le même discours que pratique Jérôme Rodriguez, même éborgné, agressé, tentative de meurtre sur sa personne. Il est toujours à tenir ce discours et il a raison. On ne doit pas faire le jeu des assassins qui nous gouvernent par la violence. Le bolchevisme a fait exactement le contraire. Donc le communisme de Lénine et de Trotsky a fait exactement le contraire. Depuis la première édition de cette brochure, la terreur n'a cessé de s'aggraver en Russie. Je vous rappelle que presque tous les artistes d'après-guerre, étaient communistes. Je me rappelle que mon père me disait « Petit, si t'es pas communiste à 18 ans, t'es un salopard. Mais si tu l'es resté à 40 ans, t'es un connard. » Donc, presque tous les grands artistes que nous avons aimés et connus, Yves Montand, Simone Signoret, étaient des communistes convaincus. Mais du jour où ils ont été en Russie et où ils ont constaté le communisme tel qu'il était pratiqué, quand ils sont revenus en France, ils ont rendu leur carte du Parti communiste au parti. Ils ont quitté. Et moi, je n'arriverai jamais à comprendre comment Aragon a-t-il continué à appartenir au Parti communiste. J'ai jamais compris. Sans doute était-il plus porté par l'idéal que par la réalité. Après avoir liquidé Mencheviks et les socialistes révolutionnaires, la terreur stalinienne a exterminé toute la vieille garde léniniste. Les procès infâmes qui se déroulèrent à partir du mois d'août 1936 coûtèrent la vie à Zinoviev, Kameniev, Tomsky, qui parvint à se suicider avant de se faire exécuter, Preobrazhensky, Piatakov, Boukharine, Rykov, ça dépend, pour ne citer que les principaux. Donc il y a eu une purge terrible par Staline qui s'est débarrassé de la vieille garde pour être le maître absolu et incontesté. En août 1940, Trotsky lui-même fut assassiné à Mexico. Il est assassiné sur ordre de Staline par un agent du NKVD. Alors le NKVD, c'est quoi? C'est le commissariat du peuple aux affaires intérieures. Et ce criminel, c'était Alain Delon. Pourquoi c'était Alain Delon? Mais parce que dans la mort de Trotsky, l'acteur qui jouait l'assassin, c'était Alain Delon. Et on s'était marré avec papa parce que un jour, il était dans un bistrot ouvrier, qu'il aimait bien. Et puis, il a posé la question, « Qui c'est qui a tué Trotsky ?» Et il y a un type qui dit, « Moi, je sais, c'est Alain Delon !» à cause du film. Alors, le nom de l'assassin, il en avait plusieurs. Il avait le patronyme de Jacques Mornard, ou de Frank Jackson, mais de son vrai nom,
Ramon Mercader. Ça fait un peu les méchants de chez Tintin. Ramon Mercader. Alors comment il a assassiné Trotsky? Avec un piolet. Il lui a planté le piolet dans la tête et Trotsky est mort quelques heures plus tard. Il ne reste plus personne des compagnons d'armes de Lénine. Le totalitarisme triomphe dans toute sa hideur. La population de la Russie tout entière est réduite en esclavage. Ne laissons pas déplacer les responsabilités. C'est le marxisme qui a dénoncé dès le début, dès 1904, les germes de cette évolution néfaste. L'étude ci-après de Rosa Luxembourg le prouve. Et ce sont les plus grands marxistes du XXe siècle, ceux dont nous citions les noms tout à l'heure, qui estiment que le bolchevisme n'a rien à voir avec le marxisme. Et ça, c'est la propagande de l'Ouest, les marxistes-léninistes. Pourquoi? Mais parce que à l'Ouest, c'est le capitalisme, et on ne supporte pas l'idée que Marx ait déjà parlé dès 1860 du rôle de la marchandise comme principal outil du capitalisme. C'est ce qui va valoriser toutes les aberrations capitalistes, en fait. On nous permettra de juger qu'en cette matière, la compétence des Kautsky, Van der Velde, Hilferding, etc. est supérieure à celle de M. François Mauriac et de Georges Izard, qui, eux, confondaient marxisme et léninisme. Alors tout a été fait, c'est là où on revient à la manipulation, c'est-à-dire que on va faire croire que, on va dire que. C'est également la même technique qu'utilisent les trolls sur Internet en lançant de fausses informations que les gens vont finalement croire. Alors qu'ils fabriquent des fausses preuves, ils lancent de fausses informations et les gens, sans même vérifier, y croient. Eh bien, c'est exactement, ça n'a pas changé, c'est toujours la même méthode et on va diviser pour mieux régner. Vous allez toujours avoir un salopard qui va venir vous voir. Tiens, Jean Droc, il a dit ça de toi. Tiens, Jim, il a dit ça de toi. Si vous tombez dans le panneau, quoi? Moi, je sais qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, plusieurs messages d'ailleurs, en me disant tiens, Marion Sigaud, elle ne t'aime pas. Je la connais pas personnellement, cette dame, j'ai énormément de respect pour son travail, que je trouve remarquable, et j'aurais été très impressionné qu'elle s'intéresse à moi pour dire qu'elle ne m'appréciait pas. C'est pas la question. Je veux dire elle n'a pas que ça à faire. C'est une chercheuse, comme moi je suis un chercheur. On n'a pas de temps à perdre à dire des bêtises. Donc on sait que ça, c'est le langage de la manipulation et des trolls pour opposer les gens et surtout les empêcher de se réunir. C'est ça, leur technique. Donc, on les connaît, ils nous les ont toutes données. Être en liberté et moi, ils nous ont tellement attaqués pendant 3 mois en été, qu'ils nous ont, je vais leur dire, mais vous nous avez tellement renforcés que ça ne marche plus vos trucs. Maintenant, on s'en fout de vous, vous n'existez plus. Donc, c'est les techniques qui ont été utilisées jadis et qui le sont encore aujourd'hui. Quand on vous dit des bêtises pareilles, informez-vous directement chez les personnes pour contrôler la source. Le plus important, c'est la source. Vos amis ne sont pas vos amis. Ça, c'est une vérité absolue. Aux yeux de Rosa Luxembourg, comme de tous les marxistes, c'est la masse organisée, éclairée et se disciplinant elle-même dans son organisation politique qui est la force motrice de la lutte pour le socialisme. Et c'est ce que j'ai dit depuis le début des Gilets jaunes. Alors peut-être que je suis un marxiste, ce qui s'ignore. Quand je dis que c'est la masse des Gilets jaunes organisée, éclairée et qui se discipline elle-même dans son organisation, qui est la force motrice de la lutte pour son succès. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Mais c'est pas grave. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça rejoint des gens qui ont déjà eu cette expérience et qui ont montré que ça pouvait ou non marcher. Rosa Luxembourg se méfie à juste titre des masses inorganisées.
des suiveurs, de ceux qui se contentent de déposer tous les 4 ou 5 ans leur bulletin de vote dans l'urne et qui, dans l'intervalle, se désintéressent de la vie publique. Alors ça, c'est admirable, ça. C'est tellement vrai. Je reprends. Alors, je vais le dire autrement, peut-être. Il faut se méfier, à juste titre, des masses inorganisées, des suiveurs, un peu perdus, mais qui suivent. T'es gilet jaune, moi, je sais pas trop, moi, j'y vais. De ceux qui se contentent de déposer tous les 4 ou 5 ans leur bulletin de vote dans l'urne. J'ai fait mon travail, moi, j'ai voté. Non, ça ne marche pas comme ça. Et qui, dans l'intervalle, se désintéressent de la vie publique. Or, qu'est-ce que demandent les gilets jaunes? Justement, ils demandent un intéressement et une prise de parti dans la vie publique qu'ils ne veulent plus laisser entre les mains des corrompus qui contrôlent cette vie publique à travers les lobbies, ceux qui les payent. C'est-à-dire les industriels, les laboratoires, toute la corruption habituelle. Nous les payons, mais ils ne nous obéissent pas. Ils n'en font qu'à leur tête. Aussi, Rosa Luxembourg blâme-t-elle les députés réformistes de vouloir s'émanciper du contrôle et de l'influence des organisations du parti. Alors elle avait une haute idée du parti, d'un parti politique, du parti communiste par exemple. À l'époque, on avait encore des gens qui réfléchissaient, qui n'obéissaient pas bêtement aux ordres des partis. Parce qu'aujourd'hui, un parti politique, si vous n'obéissez pas, on n'a plus besoin de vous. Regardez les députés LREM, ils ne votent pas en connaissance de cause. Ils votent parce qu'on leur a dit de voter comme ça. C'est tout. C'est leur seule fonction. Et ils sont payés pour ça. Il n'y a pas un problème? Si, il y a un énorme problème. Parce que ce n'est pas le parti qui doit décider quelle est la couleur du vote qu'on doit mettre dans l'urne, c'est le peuple, puisque les députés sont au service du peuple. Eh bien, ils n'appliquent pas cette réalité, et c'est ce que veut changer les Gilets jaunes à raison. Ce qu'elle voulait également, Rosa Luxembourg, c'était en appeler à la masse électorale amorphe et inorganisée. C'est-à-dire éveiller par la conscience ce peuple qui s'endort sur ses lauriers et qui se laisse manipuler à travers tous les artifices de la politique macronienne, chiracienne, sarkozienne, j'en passe, ou mitterrandienne, pareil. On n'a pas bougé. Sur ce point encore, réformistes et bolchevisme sont frères jumeaux, l'un et l'autre préférant une masse de suiveurs à une masse consciente. Exactement. Eh bien, le macronisme, sur ce point, le macronisme est une masse, préfère une masse de suiveurs à une masse consciente. Comme l'a dit Juan Branco, Macron ne supporte pas d'avoir tort. Parce qu'en fait, c'est un garçon qui doit être hypersensible et qui ne doit pas supporter d'être pris à la main dans le pot de confiture. Alors il va passer des heures à convaincre la personne qui sait que c'est un truand à lui faire croire qu'il n'est pas un truand. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, petit barbe? Tu veux venir? Allez, viens. Allez. Hop, allez. Voilà, allez, tu t'installes. Allez, on s'installe. Voilà, c'est bien. On s'installe. Alors, j'en étais où, moi? Tandis que les révolutionnaires professionnels du léninisme spéculent sur cette masse amorphe pour l'entraîner, souvent par des slogans mensongers, dans des actions violentes, les réformistes professionnels du bernsteinisme voient dans cette masse la matière première rêvée pour leur campagne électorale, au cours desquelles ils n'énoncent pas précisément des vérités pures et profondes. Alors si je reprends ce texte en disant « Tandis que le macronisme et l'REM spéculent sur cette masse amorphe pour l'entraîner souvent par des slogans mensongers dans des actions... » Non, tu peux pas mettre la tête sur le clavier. Voilà. Voilà, là tu peux la mettre là. Voilà, là tu peux la mettre là. Tu peux mettre là-dessus. Voilà, là tu peux. Donc,
Je reprends, je suis désolé. Il n'est pas gêné celui-là. Donc, LREM spécule sur cette masse amorphe du peuple pour l'entraîner souvent par des slogans mensongers dans des actions violentes. Elle peut exactement le faire. Les réformistes professionnels voient dans cette même masse la matière première rêvée pour leur campagne électorale, au cours desquelles ils n'énoncent pas précisément des vérités pures et profondes. Les réactions aveugles de ces masses incultes, qu'elles se manifestent sur le plan insurrectionnel ou sur le plan électoral, peuvent mettre la démocratie en péril et préparer le lit du totalitarisme. Exactement comme on le voit avec les froussards rouges, qui, si on les écoute, eh bien, il faut les foutre au trou, au gnouf. Donc les gilets jaunes doivent être mis en prison. Il faut les tuer, il faut les exterminer, et c'est les gilets jaunes qui sont des fascistes. Mais c'est exactement ce que veut Macron, c'est sa politique. Sa politique, c'est d'utiliser l'ignorance aveugle de ces masses incultes pour les forcer, elles, à agir contre des personnes bienveillantes qui veulent le bien de tous. C'est très très pervers. Mais ces techniques, eh bien, elles ont été développées et élaborées déjà au début du XXe siècle, à travers le marxisme-léninisme, à travers le communisme, à travers le capitalisme, qui en fait, dans le fond, sont exactement les mêmes choses. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, et c'est ce que les Gilets jaunes le prouvent. Ils le prouvent aujourd'hui. Que tout ça, c'est du pipeau. Piponesle. Yes. Alors, on l'a vu dans l'Allemagne du totalitarisme, on l'a vu dans l'Allemagne de 1933, où l'assaut de ces masses frustes et désespérées, embrigadées par les nazis et par les communistes, pour leur action à la fois parlementaire et extra-parlementaire, finit par avoir raison de la République de Weimar. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans cette France où les gens sont complètement perdus, eh bien, on peut soulever les masses et les utiliser pour mener vers un but que les masses ne connaissent pas, mais que ceux qui vont les motiver connaissent déjà, c'est-à-dire la valorisation du pouvoir. C'est tout. Et quelque part, c'est ce qui se passe un petit peu. C'est pour ça que, heureusement, que les Gilets jaunes se ressaisissent aujourd'hui en menant des ateliers constituants. Alors, atelier constituant est ouvert à tous, de tous les bords. C'est pas fermé, c'est pas comme un meeting de Jean-Marie Le Pen où seuls les membres qui ont leur carte ont le droit de rentrer. Ah non, 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 c'est pas comme ça. Donc c'est ça la différence, et c'est ça qui change avec ce qui s'est passé au début du siècle. Alors dans la France d'aujourd'hui, sur laquelle plane toujours la menace totalitaire, et dans d'autres pays européens encore, la question se pose sous un autre jour qu'à l'époque où Rosa Luxembourg écrivait les études qu'on va lire. Alors, notez cette phrase, le fonctionnement de nos institutions depuis la libération, et notamment la loi électorale, soustrait les députés au contrôle des électeurs et font des parties des organismes plus ou moins affranchis de la volonté du corps électoral, auquel le système des listes rigides ne permet pas de désigner lui-même ses représentants. Les Gilets jaunes ne veulent plus de ça. Regardez, le Parti socialiste nous avait balancé le bandard fou qui a été pris la main dans le sac à New York. Et comme il avait quand même constaté certaines choses sur les réserves d'or qui avaient disparu, il devenait dangereux. Donc on l'a supprimé, et qui c'est qu'on a mis à la place ? Un personnage tout à fait incapable, qui était François Hollande, qui c'était vraiment le pire de la France, qui avait absolument pas l'envergure d'un président de la République, et qui ne l'a toujours pas. Il n'a aucune envergure, c'est un homme qui n'a aucune envergure, qui a beaucoup d'humour, certes,
qui n'est pas particulièrement brillant. Et justement, on avait besoin de ça. Il ne faut jamais quelqu'un de trop intelligent ou de trop bête. Il faut juste l'entre-deux. Lui, c'était l'entre-deux. Après, on a choisi un autre qui était plus séduisant. On avait un rondouillard. Là, on a un vrai crevard. Mais qui a un petit côté JFK. Un petit côté. Donc, ce n'est pas le peuple qui a choisi son représentant. C'est un représentant qui a été imposé par la politique des partis, la politique dictatoriale, autant du Parti communiste que du PS, que de LREM plus tard, que de la droite sarkozyste, Fillon et compagnie. C'est la même chose. C'est la même chose. Souvenez-vous qu'ils ont encore, à droite, enfumé leurs adhérents pour remplir leurs caisses, pour enflouer leurs caisses que les uns et les autres avaient pillées, en faisant voter pour 1 euro les membres du parti pour désigner leurs représentants. Et ces imbéciles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, ils ont été payés 1 euro pour voter. Vous feriez mieux de mettre 1 euro dans ma cagnotte pour avoir une véritable chaîne d'information libre. Pas comme tous ces trucs de mormoilneux où il n'y a que des mensonges et de la manipulation d'infos. Ça, c'est... mais vraiment, payer pour se faire enfumer, on se demande ce que les gens ont dans la tête. Et après, ce sont ces gens-là qui vont nous juger, nous, sur notre perception de l'information, ou sur notre perception politique et économique. C'est quand même incroyable, non? C'est les mêmes qui sont des froussards rouges. Alors, le parti que Rosa Luxembourg avait en vue était démocratiquement organisé. Les tendances s'y affrontaient librement et leurs adhérents pouvaient se déterminer et décider de la politique à suivre en pleine liberté et en entière connaissance de cause. Ces conditions ne sont pas données dans certains partis ouvriers de la période de 1944 à 1946. Ne pouvant manifester leur opposition au sein de leur parti en raison de sa structure totalitaire, beaucoup de militants organisés ne peuvent plus exprimer leur réprobation qu'en leur qualité d'électeurs. C'est-à-dire que la politique des partis est tellement dictatoriale que, eh bien, les membres des partis, la seule sanction qu'ils peuvent apporter, c'est lorsqu'ils votent, en disant bah moi je t'emmerde, hein, je vais voter Le Pen au lieu de voter PS. Regardez le PS qui a exclu Gérard Filoche. Gérard Filoche qui aurait fait un excellent président de la République. Pourquoi? Mais parce que c'est un être humain. C'est pas un odieux franc-maçon. C'est un être humain. Alors peut-être qu'il est franc-maçon, mais à un petit niveau, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est un être humain qui défend les droits des travailleurs. Et qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Mais des bourgeois incapables. Incapables. Vous savez, à force de péter dans la soie, on a complètement oublié le rôle de la souffrance dans l'évolution humaine, la douleur, la tristesse. Les douleurs des riches ne sont pas les douleurs des pauvres. Hein. Ça n'a rien à voir. La révolution prolétarienne n'a pas besoin de terreur. Là, je le répète, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je vais le redire avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'ont pas besoin de terreur pour atteindre leur but. Ils ont le meurtre en haine et en horreur. Ils n'ont pas besoin de ces moyens de lutte parce que eux ne combattent pas contre les individus, mais contre les institutions, parce que ces institutions n'appartent pas dans l'arène, en dehors de naïves illusions. Elles n'apportent aucune solution au confort et au progrès. Eh bien, le bolchevisme, c'est exactement ce qu'il n'a pas fait, alors que c'était son objectif. Alors ça, c'est Rosa Luxembourg, Marxisme contre dictature. Vous pouvez trouver ce texte, moi je l'ai trouvé parce que je l'ai cherché, hein, parce que je ne l'avais pas dans mes livres, et je l'ai acheté en format numérique. Vous pouvez le trouver sur le Kindle, ça coûte moins de 2 €, et c'est très intéressant. Vous n'avez pas besoin de Kindle, n'importe quelle tablette numérique peut lire ce texte-là pour une somme ridicule. N'hésitez pas à lire les textes ou les livres sur le communisme, sur le bolchevisme, sur le capitalisme, ou même Marx, le Capital.
n'hésitez pas à le lire et à vous faire votre propre idée. Ne vous laissez pas manipuler par la pensée de faux philosophes qui établissent des vérités pour le système, mais pas des vérités qui vous conviennent. Alors qu'est-ce que nous apportent ces éléments historiques? D'une part, que la situation n'a pas changé. Il y aura toujours des riches pour opprimer les pauvres, toujours des partis et des États totalitaires pour entretenir cette abominable situation, et toujours des hommes et des femmes disposés à se sacrifier pour le bien-être général, ce qui n'est pas le cas des Froussards rouges, mais certainement pas les partis politiques, pas plus que leurs élus. La force des Gilets jaunes, et elle est historique, c'est sa volonté de refuser la corruption de tous les politiques. Tout le contraire de la liste de Jacqueline Moreau aux Européennes 2019, pilotée par le méchant petit homme. On ne retiendra de cette liste que des traîtres qui ont profité d'une corruption mentale pour satisfaire aux intérêts des puissants. Une autre de ses forces, c'est la volonté de pacifisme, qui force le pouvoir en place à montrer son vrai visage, qui force la presse, cette putain de Babylone, qui se prostitue pour son maquereau, à montrer son immonde soumission et sa traîtrise quotidienne dans le traitement de l'information. Mais il y a un problème. Il est véritable et lié au manque d'idéologie des Gilets jaunes. Pas un philosophe ne volant à leur secours pour les aider à développer une philosophie Gilets jaunes solide. Comme celle du communisme dans l'histoire. Non, les philosophes préfèrent s'occuper de leur carrière en faisant salon chez Madame de Staël, qui n'était pas allemande, mais suisse, M. Macron, suisse d'origine, né en France le 22 avril 1766, puisque personne n'en a parlé. Moi, j'ai attendu. Je me suis dit, bon, ils vont enfin nous parler des salons de Madame de Staël à Paris. Ben non. Alors, je vais le faire un petit peu. Elle est née, Madame de Staël, mais pas sous ce nom-là, mais on va la garder sous ce nom-là, le 22 avril 1766, soit avant la Révolution française. Son père est le financier Jacques Necker, qui a fait fortune comme banquier à Paris et qui sera ministre des Finances du roi de France Louis XVI de 1776 à 1781. Celle qui deviendra Madame de Staël, française de naissance et de cœur, se préoccupait tout autant de culture française que de culture germanique, contrairement à ce qu'affirmait ce médiocre petit homme face à la chancelière allemande dernièrement. Sait-il seulement, ce pauvre inculte, que Madame de Staël publia un essai, Lettres sur les ouvrages et le caractère de Jean-Jacques Rousseau, en 1788, de l'affluence des passions sur le bonheur de l'individu et des nations, en 1796, et de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, en 1800. Qu'elle introduisit dans son salon à Paris les romantiques allemands qui initièrent la période romantique française. Donc elle était plus portée vers l'évolution de la culture française que vers l'évolution de la culture allemande. Et c'est tout le contraire que fait croire le méchant petit homme devant la chancelière allemande. Ça prouve à quel point cet homme est médiocre et ridicule. Elle était favorable aux idéaux de la Révolution française. Elle est loin de la linguiste allemande décrite par un président malveillant qui s'amuse à nous faire prendre notre vessie pour une lanterne par son ignorance crasse. Si au moins l'homme était cultivé, nous pourrions lui pardonner quelques excès. Si au moins le monde culturel français l'était davantage, les journalistes incultes, nul n'a révélé la vérité sur Madame de Staël, pris en référence dans la langue allemande, et mais même sur ce point, ce président est nul. Nous vivons une époque formidable. Madame Louloute, est-ce que vous auriez un commentaire? Ah non, là, ça a tellement demandé de concentration que là, je suis encore... Non, merci, non, au revoir. C'était du sérieux, hein? Oui, c'était du sérieux. Ah oui, complètement. C'était du sérieux. Bon, ben alors... Très riche, oui, encore une fois. Oui. Bon, ben voilà. Alors, au revoir, Madame Louloute. Au revoir, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors,
À présent, nous allons revenir à notre cagnotte. Quand j'ai écrit mon texte, elle était à 6 491 €. Je vous remercie infiniment. On est presque à la somme requise pour mettre en place le projet. Ensuite, on essaiera de faire beaucoup de publicité pour rentabiliser le site et vous permettre de participer vous-même en tant que contributeur, c'est-à-dire en tant que contributeur humain, avec vos réflexions, vos expériences, vos savoirs, vos connaissances. Parce qu'il y a plein de citoyens qui ont plein de connaissances et qui rêvent de pouvoir les partager. Donc ça fera aussi partie de ce grand projet culturel que nous allons mettre en place grâce à vous. Alors je voudrais remercier mon ami Régis D, qui ne voulait pas que je le nomme, pour sa participation. Marilyn Gérard, Thierry Debreu, Marion Flores, je la remercie beaucoup. Je remercie tous les anonymes qui ont des tout petits moyens, et vraiment qui sont formidables. Admirables. Christophe Michel, Sylvie Van Herp, Dominique Vistico, Jacques Le Guillon, Sylvie Van Herp, encore. Donc, oui, je l'ai déjà dit, je ne peux m'excuser. Audrey Bachelard, Véronique Lecossec, Madame Béatrice Aubourg, qui a fait une grosse participation, vraiment merci beaucoup, parce que je sais que c'est toujours des sacrifices. Donc merci. Angela Delory, mon ami Hervé Rex, qui parfois il se laisse dépasser par ses émotions, mais c'est un bon ami, il est fidèle. Qui a encore participé, c'est la deuxième fois qu'il participe. Il m'a fait un clin d'œil. Je te remercie Hervé. Daniel Dugas, un anonyme, Brigitte Hannet, Michael Pelletier, Madame Valérie Hamelin, c'est la deuxième fois qu'elle participe. Vraiment, je vous remercie infiniment. Mon ami Céleste, qui avait participé déjà avec ses tout petits moyens, et qui a participé à nouveau par... c'est son ex-mari qui a participé. Je le remercie, merci Céleste, c'est super. Super. Un autre anonyme, Patrice Patureau, un autre anonyme, Michel Couteau, Guillaume Betzinger, mon ami Sébastien Aubert avec Monique, sa maman, qui a de tout petits moyens, Monique, et qui se bat comme elle peut, formidable, à 70 ans, et Sébastien, un garçon formidable également. Donc, qui se rapproche là de sa maman pour l'aider. C'est super. Merci, les amis. Merci beaucoup. Un anonyme, Véronique Girin, Georges Lafourcade, qui a fait un énorme don. Merci, monsieur Lafourcade, merci vraiment beaucoup. Mais même les dons à 5 €, 3 €, 7 €, hein, c'est pareil, c'est pareil. C'est formidable. Ça montre que vous avez envie qu'on change de paradigme et qu'on permette justement une libre circulation des informations. Et vous verrez, on va dire beaucoup de choses. Et monsieur, tu veux descendre? Merci. Monsieur Johan Pasteur également. Et pour l'instant, c'est tout. Mais bientôt, je pense qu'on arrivera à clore cette cagnotte et à commencer véritablement le projet. Alors je sais, c'était une capsule très très ardue, mais nécessaire, vraiment nécessaire, autant pour les gilets jaunes, autant pour les gens qui les suivent, et pour comprendre ce qui se passe en réalité dans la tête des gouvernants, dans les manipulations dont nous sommes victimes au quotidien. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, hein, ça je peux vous l'assurer, autant au niveau de certains leaders, autant au niveau de ce qui arrivera plus tard. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Mais, je crois qu'il faut tenir bon et rester pacifiste à tout prix, coûte que coûte. Laissons les gilets jaunes pratiquer leur violence verbale. Peut-être qu'ils y viendront aux mains, on verra. Ce sera sans doute autorisé par le gouvernement. Hein. Ça, parce que c'est la meilleure façon pour lui d'envoyer ses troupes de SA avec les Black Blocs et cela pour justifier sa fausse vérité et ses faux succès.
Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne soirée. Comme je vous l'ai dit, ces capsules sont préenregistrées de sorte que je puisse assister au chat, sinon je ne peux pas. Et c'est dommage parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez, ce que vous dites. C'est toujours enrichissant. Si on commet des fautes, ben on n'a pas raison sur tout. Hein. On peut commettre certaines erreurs. Ça, je ne suis pas parfait. Hein. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Alors s'il y a des historiens spécialisés justement dans l'histoire du communisme, sur Rosa Luxembourg, qui veulent apporter leur contribution, mais je vous en prie, soyez les bienvenus et éveillez nos amis qui en savent moins que vous ou que moi, et pour leur permettre de s'enrichir davantage. Parce que c'est ça, en fait, cette chaîne que nous allons faire. C'est une chaîne d'enrichissement personnel, et pas d'enrichissement financier, mais d'enrichissement intellectuel et moral. Donc c'est très. Alors quand je dis morale, c'est pas une morale chrétienne, c'est pas une morale musulmane, c'est pas une morale juive, c'est la morale humaine. C'est une morale humaine, c'est tout. C'est le bon sens. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à plus tard. Salut!